Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV qui se déconfine aujourd'hui avec une thématique autour de l'ingénierie française. On va le voir avec des pépites françaises autour de la table qui ont su faire preuve d'adaptation, d'innovation pendant cette crise. Et puis avec eux, on va se poser la question de la suite, évidemment, de l'après, des conséquences économiques de la crise sanitaire également. Pour en parler, je commence avec notre bonifieur Hervé Gros. Bonjour Hervé, merci d'être là. Bonjour Aurélien. À mes côtés, directeur général de la SIA, Société des ingénieurs de l'automobile. Anne Asensio est également autour de cette table. Bonjour à vous. Bonjour Aurélien. Merci d'être là. Vous êtes vice-présidente Design et Expérience de Dassault Systèmes. À vos côtés, Franck Vigo. Bonjour à vous Franck, président du département automobile de Ségula Technologies. Et puis pour compléter cette Dream Team, allez, soyons fous, Daniel Ruston, directeur général adjoint France d'ACA Technologies. On va donc parler de toutes ces technologies de pointe qui ont forcément, comme tous les secteurs, traversé la crise que l'on vient de connaître. Hervé, peut-être quelques mots pour commencer, Hervé Gros, mettre en perspective un petit peu ce secteur, tout simplement, que vous connaissez un peu, je crois. Je le connais un peu parce que c'est le job de la Société des ingénieurs de l'automobile depuis 1927. Je voulais juste, au départ, rappeler qu'on vit une crise, mais en même temps, on vit une adaptation de ces dernières années importante de l'ingénierie. L'ingénierie française a beaucoup, et je ne le dirai jamais assez, d'atouts. On n'est peut-être pas assez fiers, on les connaît peut-être pas assez, on les met peut-être pas suffisamment en avant, on va sans doute en parler. Ce que je voulais rappeler, c'est que les modifications, les évolutions, les transformations ont lieu depuis des années. Tout d'abord, moi je me souviens qu'en rentrant chez un constructeur automobile en 1985, il y avait un donneur d'ordre, c'était le constructeur automobile, et puis il y avait le reste du monde. J'allais dire le reste du monde en France ou ailleurs, et on parlait même de fournisseurs, un terme que moi j'aime pas beaucoup, et qui sont aujourd'hui profondément des partenaires. Et puis ce barycentre, il a complètement évolué ces dernières années, il va continuer à évoluer. Et aujourd'hui, vous avez les équipementiers, les grands équipementiers autour de la PFA, je ne vais pas les citer, mais vous voyez qui je veux dire, les grands équipementiers en France ou dans le monde, qui eux-mêmes se sont mis à développer de plus en plus d'activités, ont des croissances externes, et on le voit aujourd'hui sur les nouvelles technologies. Certains se développent vers des nouvelles technologies dont on n'aurait pas pu imaginer. Je prends l'exemple de Michelin, qui aurait pu penser il y a 10 ans que Michelin allait être un des leaders, en tout cas dans sa croissance et sa volonté de la stratégie sur l'hydrogène. Certes, il y a des équipementiers, puis hop, ça rebouge aussi. Et ces dernières années, vous avez les sociétés d'ingénierie. On a des représentants ici avec Ségula et ACA, qui étaient, on pouvait le dire autrefois, et soyons cash, des variables d'ajustement sur les grandes transformations de l'ingénierie des constructeurs. C'est plus du tout le cas, parce qu'ils ont une très forte valeur ajoutée, et ils sont au cœur de l'innovation. En parallèle, vous avez aussi, ça rebouge encore. Puis vous avez les startups aujourd'hui. Alors, pas avec les mêmes assises et les mêmes propositions, mais en même temps qui existent. Donc, c'est tout un écosystème. Là, je parle juste de l'automobile sur l'ingénierie qui a changé et qui va aussi rechanger par rapport à ses priorités. Et puis, deuxième élément, moi, j'y crois énormément, c'est les croisements de filières. Et ces croisements de filières par les transformations, par exemple, on va en parler sûrement avec Anne sur le digital, sur l'industrialisation 4.0, sur l'ensemble de la digitalisation de notre secteur, c'est les croisements de filières. On en parlait aussi, c'est aussi de travail sur le véhicule autonome avec le monde de la route, avec le monde des ingénieurs de la route, les ingénieurs de la téléphonie, les ingénieurs des transports publics et ferroviaires. Et ça, cet ensemble-là, c'est l'innovation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, on a des atouts, on est nombreux, il faut qu'on se donne sans doute des priorités, ils vont vous en parler beaucoup mieux que moi ce matin. Et dernière chose que je voulais dire, c'est que ces priorités, à travers le Covid-19, pour répondre à votre question, ça a au moins permis dans la filière automobile de se poser les questions sur les priorités et ce vers quoi on doit aller. Ce serait-ce qu'il faut répondre aux aides du gouvernement de 2020 et des années à venir sur des projets extrêmement précis. Il faut savoir se donner des priorités parce que sans doute on a été dans beaucoup de technologies. Je ne suis pas sûr qu'on sera capable, avec la crise et même sans la crise, de répondre à toutes ces technologies demain matin au même niveau. Voilà ce que je voulais vous dire. Et pour moi, important, c'est ce barycentre à changer. Et l'ingénierie, ça n'est pas que les constructeurs de grands équipementiers, c'est un écosystème formidable, et plus particulièrement en France. Et parfait, rentrons dans le concret de l'un de ces thèmes évoqués par vous, Hervé, avec vous, Anna Asensio, pour Dassault Systèmes, la digitalisation. Un enjeu qui est forcément majeur. C'est au cœur de notre proposition. Pré-Covid, post-Covid, voilà, allez-y. Tout à fait. Dassault Systèmes, en 81, a déjà accompagné ce que Hervé décrit très bien, qu'on appelle, nous, l'innovation intensive, qui s'est
démultiplié, comme on le dit. Mais le travail de Dassault Systèmes, ça a été essentiellement d'accompagner ce mouvement sous la forme d'être le catalyste à l'enablement de cette innovation. Donc cet accompagnement, on l'a fait en digitalisant les processus, mais quelque chose de beaucoup plus important et pour lequel on a vu l'importance au cours de cette crise du Covid, c'est celui en effet de permettre cette cross-fertilisation des filières, de permettre la collaboration, puisqu'au cœur même de la proposition de valeur de Dassault Systèmes, c'est de permettre de visualiser à toutes ces filières, à tous ces corps de métier, le travail qu'ils sont en train de faire. Auparavant, on digitalisait un produit, l'automobile. Nous avons je dirais 30 dernières années, on s'est attaché à designer l'expérience, c'est-à-dire ce que l'on proposait, parce que rien ne sert, une innovation ne sert à rien si elle n'est pas destinée à un client ou une audience. Donc nos clients, les consommateurs, mais maintenant aujourd'hui simplement les citoyens dans les villes, puisque l'automobile s'inscrit dans cet écosystème de mobilité dont on voit l'émergence et l'intérêt des citoyens. Et cet accompagnement s'est fait maintenant très clairement autour de la digitalisation de systèmes hyper complexes. J'utilise même le terme hyper, parce que dans le terme hyper, il y a la notion de système physique complexe, dans lequel énormément de savoir, de compétences qui appellent justement à cette cross-fertilisation des filières, mais aussi à se comprendre. C'est-à-dire à imaginer des protocoles, des langages, des moyens de pouvoir prendre des décisions. Donc Dassault Systèmes accompagne via la représentation virtuelle de ces processus et nous le faisons d'autant plus que maintenant. Auparavant, c'était véritablement chaque ingénieur avait des capacités de modélisation. Aujourd'hui, nous avons les technologies du cloud et les technologies du cloud associées à la capacité d'offrir des outils de collaboration à peu près tous les employés de l'entreprise, mais aussi de toutes les filières dont ils dépendent. Vous imaginez très bien que ce type d'accompagnement est absolument incontournable et surtout, c'est extraordinairement accéléré au moment de cette crise. Oui, c'est ça. Chez AK Technologies, à Daniel Ruston, cette évolution aussi, ce croisement entre les spécificités et puis les enjeux là à venir, parce qu'évidemment, on parle beaucoup du monde d'après. Il ressemblera à quoi pour vous, avec quelle priorité ? Alors, moi, je reprends complètement le terme de cross-fertilisation. Je pense que ça, c'est notre richesse en France. On a des secteurs de pointe dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans le ferroviaire et au sens large dans le digital. Dassault Systèmes, un très bel exemple de nos réussites françaises. On a cette richesse. Et c'est comment on combine ces expertises issues de toutes ces industries ensemble pour faire les produits de demain. Et moi, c'est véritablement l'enjeu qui m'intéresse. Je vais prendre quelques exemples juste pour illustrer le propos. Aujourd'hui, quand on prend le produit automobile, je vais parler à travers l'automobile, on prend le produit automobile, je trouve qu'on a un produit extrêmement mature. On a des voitures faites par nos deux constructeurs français qui sont extrêmement fiables, très belle qualité, un rapport prix-qualité-plaisir qui est extraordinaire. Une voiture, elle ne revoit plus jamais le garage avant la première révision, mais c'est fiable. En termes de sécurité passive, on voit qu'on a des produits aussi extrêmement aboutis. L'Euro NCAP ne challenge plus les constructeurs sur la sécurité passive. L'expertise de la tôle qui va absorber l'énergie lors d'un accident est maîtrisée. Donc l'enjeu, il est ailleurs. L'enjeu sur la sécurité, il est par exemple sur la sécurité active. C'est-à-dire tous ces aides qu'on va rajouter dans le véhicule et qui vont venir enrichir le conducteur. On va parler, pour reprendre le monde digital, un peu de conducteur augmenté. C'est-à-dire qu'on va avoir des capteurs supplémentaires et des réactions supplémentaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur les véhicules, c'est le véhicule qui va parfois freiner avant le conducteur pour protéger soit l'environnement, soit le conducteur. Ça, c'est plutôt des technologies qui sont issues de l'aéronautique. C'est-à-dire depuis très longtemps, on a des pilotes dans les avions qui sont des pilotes augmentés. C'est-à-dire l'avion assiste le pilote dans des phases. Ça veut dire que ces concepts de sûreté de fonctionnement, d'architecture système, de capteurs et de réaction par rapport à des stimuli sont maîtrisés dans l'aéronautique et vont venir enrichir l'automobile. Avec des challenges qui sont des challenges économiques, qui sont d'autres challenges, mais en tout cas, l'expertise et la technologie est issue de l'aéronautique. Si je prends un autre exemple de l'automobile, c'est le service à bord. Comment on a des véhicules connectés qui vont apporter des services aux conducteurs ou aux passagers. Là aussi, on est plutôt dans l'univers de la télécommunication, on est dans l'univers du cloud. Avec le cloud, on va
simuler tout l'environnement autour de la voiture pour venir aussi protéger le véhicule et avoir des informations sur ce qui se passe autour du véhicule avant même qu'il soit perceptible. Donc tout ça, c'est un univers qui est issu du telco et de l'IT. Donc c'est bien tous ces secteurs de l'industrie qui vont aujourd'hui venir enrichir l'expertise de base du constructeur automobile qui est très bonne. Et je pense que des acteurs comme nous, comme ACA, comme Ségula ou comme d'autres, on a un rôle à jouer. On a plus de 2000 ingénieurs dans l'aéronautique en France, on a plus de 2000 ingénieurs dans l'automobile en France, on a plusieurs milliers d'ingénieurs dans les telcos en France et la cyber. Comment justement on apporte cette expertise et on enrichit cette expertise du tissu industriel français. Et je rejoins complètement Hervé quand il dit justement on est maintenant perçu par des partenaires parce qu'on apporte une expertise qui n'est pas cœur de métier du constructeur. On apporte une expertise, les telcos, c'est pas un constructeur automobile qui doit développer cette expertise. Je serais très caricatural quand je dis ça, mais c'est bien d'autres partenaires qui doivent l'apporter, mais qui ont aussi la maîtrise de l'expertise du constructeur, parce que il faut que ce soit un enrichissement et pas une superposition. Franck Vigo, pour Ségula, quelle est la prochaine priorité? C'est évidemment de continuer dans comme on l'a évoqué, la connectivité des véhicules. Quelles sont les prochaines évolutions à attendre? Ouais, les prochaines évolutions, elles sont déjà dessinées, on les voit déjà en partie dans la rue, mais que ce soit sur l'automatisation des véhicules, la connectivité des véhicules, on continue évidemment d'améliorer la sécurité des véhicules, des passagers. Je pense qu'il n'y aura jamais de limite d'ailleurs dans ce domaine, et évidemment réduction des émissions polluantes, que ce soit le CO2 ou les particules. Dans ce contexte-là, d'ailleurs, on s'aperçoit que le constructeur automobile, aujourd'hui, il est devenu plus un chef d'orchestre de l'ensemble de ces contraintes pour réussir à la fin à pouvoir produire un véhicule qui à la fois respecte toutes ces contraintes et en plus à des prix abordables. Et pouvoir faire ça, dorénavant... qui va trouver un client. Et qui va évidemment pour pouvoir trouver un client qui puisse se satisfaire aussi du véhicule. Mais dorénavant, pour pouvoir faire ce genre de produit, quel que soit l'endroit dans le monde, le constructeur d'automobile, il sait bien qu'il n'est plus seul. Il peut évidemment s'appuyer sur un certain nombre de compétences qui ne sont plus forcément dans son entreprise. Pas comme à l'origine de l'automobile où tout était concentré évidemment au même endroit. Donc évidemment, comme disait Hervé tout à l'heure, il s'appuie dans un premier temps sur des grands équipementiers. D'ailleurs, en France, on a des très grands équipementiers qui rayonnent dans le monde entier. Et depuis, je dirais, une dizaine d'années maintenant, il s'appuie de plus en plus sur des ingénieristes. Des ingénieristes qui ont pu justement investir sur des savoir-faire qui, dorénavant, appartiennent au monde de l'ingénierie et plus forcément au monde du constructeur. Ce qui n'a pas forcément été évident, puisque ça s'est fait de façon très rapide. 10 ans, c'est quand même hyper rapide, qui a été amené d'ailleurs par la dernière crise, celle de 2009. À chaque fois qu'on vit une crise, on accélère un certain nombre de transformations, et c'est ce qui s'est passé entre 2009 et 2020. Et cette accélération, le constructeur ayant maintenant vocation à bouger son centre de gravité plutôt vers le monde de la mobilité, est prêt aujourd'hui à laisser et à déléguer un certain nombre d'activités à des ingénieristes comme nous. Ouais. Je vais prendre un exemple aujourd'hui côté Ségula, ce n'est qu'un exemple et on peut en trouver plein d'autres. Mais pour le groupe PSA, par exemple, Ségula réalise la totalité des tests de 100% des véhicules de toutes les marques, que ce soit DS, Peugeot, Citroën ou Opel maintenant. La totalité des tests finaux avant commercialisation sont réalisés 100% par Ségula. C'est une activité que donc PSA nous a déléguée, et il y a quelques activités comme ça qui étaient considérées, je dirais, il y a 20-30 ans comme cœur de métier au niveau du constructeur automobile. Aujourd'hui, il sait s'appuyer sur des partenaires stratégiques. Donc la suite, ça va être évidemment de continuer à aider cette filière automobile, qu'elle soit en France ou ailleurs, à se développer et pouvoir réussir tous ensemble à faire des véhicules qui non seulement respectent ces contraintes et puissent rendre plaisir à celui qui, au final, qui va être amené à le conduire. Ouais. Et Hervé, quels sont les domaines où il y a le plus de... Je sais que vous voulez une réponse sur savoir quelles sont les priorités, mais on les connaît, et puis Franck l'a dit, on les connaît les priorités. Ouais. Les priorités sur l'électrification, les injonctions qu'on a de l'opinion, je vais dire maintenant l'opinion publique et en tout cas politique, c'est clair, il n'y a plus de débat de se dire finalement voilà, et puis peu importe, le diesel va mourir en pleine santé ou pas, etc. On va à l'électrification, au 100% électrification sous toutes ses formes. Donc voilà, et l'Airbus des batteries et tous les sujets autour de l'électrification. C'est une certitude. Ouais. La deuxième chose, c'est qu'il y a un des débats, c'est sur l'hydrogène. Tout le monde ne veut pas obligatoirement y aller, voir comment, à quel moment, c'est aussi un problème sur l'échelle temporelle. Et on en a parlé indirectement, au-delà du client, il y a
on travaille surtout sur les cas d'usage, et c'est ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'usage de nos technologies nouvelles. Donc sur l'hydrogène, l'échelle temporelle, ou l'usage plutôt sur du poids lourd dans un premier temps, etc. Voilà, on sait qu'il y a ça. Un des grands sujets, c'est quand même l'évolution des matériaux, hein, parce que c'est bien beau de parler d'électrification, de parler, etc., mais on a des fondamentaux de l'automobile qui, elles-mêmes, sont en pleine mutation. Tu vas parler tout à l'heure aussi de la sécurité, et les matériaux, et la mise en œuvre de ces matériaux, et le tout ramené à l'ensemble du life cycle assessment, pardon, du cycle de vie global, aussi avec beaucoup d'injonctions compliquées qu'il faut suivre, et ça demande aussi... Voilà. Après, vous avez des sujets, et puis vous avez des sujets transversaux, intelligence artificielle. Alors, on parle depuis tout à l'heure de l'intelligence humaine autour de la table avec les compétences. Il faut qu'on parle aussi des compétences parce que c'est un des grands sujets aussi. Comment nous, l'automobile, on va attirer les bonnes compétences compte tenu de toutes ces évolutions technologiques, des compétences qu'on n'a pas aujourd'hui et dont on peut aussi se poser de la question de savoir si les écoles forment bien exactement à ce dont on aura besoin dans 5 ans et dans 10 ans. Et ça, c'est un grand sujet. Les compétences d'avenir et la formation pour que vous ayez tous la chance de pouvoir engager les bonnes personnes par rapport à nos priorités de dans 5 ans et dans 10 ans. Ce rapport aussi... Question d'attractivité aussi, et des métiers de l'ingénierie. Compétences, l'attractivité. Comment expliquer aux jeunes que finalement, c'est beaucoup plus complexe, un véhicule autonome est beaucoup plus complexe qu'un avion. Tout à l'heure, elle parlait de l'aéronautique, et très bien de travailler avec l'aéronautique, mais aujourd'hui, on a pris appui sur des avancées de l'aéronautique, mais aujourd'hui, c'est une complexité bien plus importante dans l'automobile. Donc, l'attractivité, les compétences. Donc, les grandes priorités, on vient de vous les dire, l'électrification, les matériaux, en transversal, l'intelligence artificielle, les véhicules connectés. On se pose des questions sur le véhicule autonome. Il y a 3-4 ans, tout le monde disait c'est le véhicule autonome, tout le monde parlait sur le véhicule autonome à 100%, le fameux L5, 100% autonome en 2025, etc. On a un peu calmé le jeu en France et dans le monde, en disant allez, on va aller d'abord par étapes, rendons bien les ADAS, etc. Développés, et puis le véhicule autonome à 100% autonome, on recule un tout petit peu. Et puis il y a aussi, tout simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un problème de financement de l'ensemble de ces technologies. C'est bien beau que l'industrie automobile, avec aussi des grandes entreprises comme Dassault, on investisse en R&D des milliards et des dizaines de milliards, mais l'ensemble de toutes ces technologies, parce qu'on vit une époque formidable, je ne suis pas sûr qu'on puisse se payer tout pour expliquer que demain matin, on va raser gratis avec une mobilité qui n'a strictement rien à voir. C'est pour ça que je pense que la grande transformation de l'ingénierie passera par, vous l'avez mentionné, les usages, c'est-à-dire de peut-être pas forcément regarder les technologies, parce qu'on peut justement, dans un contexte de frugalité, se trouver un petit peu à court à devoir mener les études et les investissements qu'il faut. Et donc moi, bien évidemment, de par ma formation et aussi ma façon d'appréhender l'innovation, je pense qu'il faut se poser la question de l'impact de ce que fait l'ingénierie, c'est-à-dire en quoi les véhicules sont en train de transformer nos vies, ont transformé nos vies et vont devoir transformer nos vies demain. Et donc, la façon de prioriser finalement ces technologies, c'est en se posant la question de l'expérience qu'on a vis-à-vis de ces technologies. Le Dieselgate nous a appris beaucoup de choses, mais aussi la façon dont on voudrait vivre nos mobilités de demain. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que pour permettre à toutes ces capacités et ces nouveaux développements de technologies s'expriment. C'est pour ça que Dassault Systèmes le fait, sous la forme d'une plateforme. Parce que les univers réglés et la transposition ou la cross-fertilisation d'univers réglés à un univers tel que l'automobile ne peut pas se faire dans la mesure où justement l'automobile tient compte d'un phénomène absolument important qui est celui de l'humain. On n'a pas encore totalement enlevé l'humain dans les... On est à niveau 3, je crois, de la voiture autonome. L'humain reste encore en position. On peut même se poser la question du désir ou du desiderata de voir un système de mobilité entièrement automatique en tant qu'être humain, en tant que volonté de s'exprimer dans un environnement mobile où les humains seraient complètement exclus. On voit bien un certain nombre d'applications qui tentent à régler nos vies et à les contrôler, combien on réagit en particulier dans les pays démocratiques et occidentaux. Donc, vis-à-vis de ça, je pense que la hiérarchie, elle doit se faire vis-à-vis du service que rend cette technologie dans un contexte très complexe, d'usage, très hétérogène. Ce qui est très nouveau pour l'ingénierie aujourd'hui, c'est de gérer des contextes hétérogènes. Et je reviens sur cette notion de langage. Lorsque vous parlez avec un ingénieur de l'IT,
ou un ingénieur qui va se charger des systèmes et un ingénieur mécanique qui fait aujourd'hui encore le cœur de la formation et des savoirs et des connaissances et compétences du constructeur automobile, en effet, la convocation de ces nouvelles personnes à la création de nouvelles propositions de mobilité automobile pose la question, est-ce qu'on se comprend ? Est-ce qu'on a bien compris et est-ce qu'on travaille ensemble vers des objectifs convergents ? Aujourd'hui, ce que la crise nous apprend, c'est qu'on arrive dans un monde d'incertitude, enfin, je sais pas, incertitude, merci, je vous avais prévenu, l'anglais revient toujours, le franglais arrive, et on ne gère pas ces environnements d'incertitude où il faut prioriser dans des séquences où on n'a pas de visibilité, d'où l'importance aussi de la simulation et de la prédiction, pour tout simplement changer les méthodes de collaboration et les méthodes je dirais tout simplement, de conception. Passer du réglé à l'innovation, ça challenge énormément de choses sur le plan humain, sur le plan des équipes, sur le plan même de la collaboration entre des constructeurs et des partenaires, parce que c'est clairement des partenaires. On voit bien que la répartition des rôles ne s'établit plus de manière aussi simple et aussi fluide, et que donc il faut faire davantage preuve, je dirais, d'accepter l'expérimentation davantage que ce que Aurélien... je donne un ordre, un cahier des charges, exécuter. Ça ne marche plus. Il faut expérimenter, il faut collaborer. Donc on est dans l'incertitude et le travail collaboratif. Pour terminer, je voudrais illustrer, enfin je suis complètement en phase, Anne, et je voudrais illustrer à travers deux exemples. Un exemple très basique, enfin qui me paraît très basique, c'est qu'une des grandes innovations qu'a poussé le constructeur Renault, ça a été le monospace. Ouais. C'est une nouvelle façon de vivre à bord. On révolutionnait la voiture qui devenait familiale, un partage, etc. Et donc, ce n'était pas une révolution technologique, c'était plus une révolution d'usage. Aujourd'hui, on fait des véhicules électriques. On n'est pas allé au bout de la rupture qu'offre le véhicule électrique. On a remplacé un GMP, un groupe motopropulseur thermique, par un groupe motopropulseur électrique. Or, on a des technologies de moteur-roue qui fonctionne très bien. On a fait un démonstrateur l'année dernière, ça crée un véhicule hyper dynamique, on pilote chaque roue et c'est absolument pas intrusif dans l'architecture véhicule et on rend tout l'espace de vie à bord. C'est-à-dire le compartiment moteur disparaît, c'est les roues qui ont les moteurs, la batterie dans le soubassement et on utilise 100% du volume du véhicule. On peut réinventer la façon, l'usage et la façon et l'expérience, la façon de vivre à bord de la voiture. Ça par exemple, c'est la technologie qui le permet, mais la rupture, elle n'est pas technologique. Elle est vraiment sur la façon d'appréhender le volume et l'espace rendu à bord. Ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple, et ça vient plus du digital, c'est qu'aujourd'hui, un constructeur, et Franck l'a dit, superpose les systèmes, est un intégrateur de systèmes. La révolution de demain, c'est peut-être un supercalculateur à bord et le constructeur devient un intégrateur de logiciels. Et là, on n'appréhende plus l'ingénierie de la même façon. On ne superpose plus des systèmes en testant la compatibilité. Ouais. On est vraiment le systémier et celui qui définit l'architecte via les systèmes. Exactement. Et là, on peut rajouter des fonctions, faire de la mise à jour over the air, enfin tout ce que la technologie permet. C'est sur ces challenges qu'on se positionne vraiment et je pense qu'on peut apporter aux constructeurs. Et de façon générale, on voit bien avec toutes ces révolutions technologiques qui s'accélèrent, aujourd'hui ne pourront se faire que si le monde de l'automobile est flexible. Ouais. Il y a besoin de flexibilité, donc à la fois grâce aux outils évidemment qui nous permettent d'être plus flexibles, et aussi cette compétence qui doit être absolument flexible, donc mise en commun entre tous les constructeurs. Et c'est ce qu'offre aujourd'hui le monde de l'ingénierie, c'est que justement en mettant en commun l'ensemble de ces savoir-faire nous permet aujourd'hui d'investir et de permettre à n'importe quel constructeur de pouvoir rebondir par rapport à toutes ces contraintes. Effectivement, donc les difficultés des constructeurs seront aussi plein d'opportunités pour l'ingénierie. Forcément, un dernier mot de conclusion. On commence avec vous. La première, je voudrais rendre hommage. Rapide, hein, oui, très rapide. Je voudrais rendre hommage aux ingénieurs. Moi, je ne suis pas ingénieur et donc j'ai été chercher parce que je n'étais pas ingénieur. Je suis sales and marketing et autres. Bon, on t'a adopté. Oui, vous m'avez adopté. Je veux juste te dire une chose, c'est que je le dis à mes amis commerçants. Moi, au bout de 3-4 ans avec les ingénieurs, j'ai découvert un monde incroyable avec des gens qui ont une vision, Anne l'a un peu abordée, qui est extrêmement large. Ouais. Et on avait, nous, les commerçants, toujours l'impression que les ingénieurs parlaient de leur technicité, ne sortaient pas de leur technicité. Mais moi, je vois que des ingénieurs qui me parlent de psychanalyse, de sociologie, de clients, et peut-être encore mieux que les commerçants que nous sommes. Ça, c'est le premier hommage que je voulais rendre à l'ingénierie française, et c'est assez vrai, et peut-être sans doute plus vrai en France. La deuxième chose, c'est Anne a parlé de la sémantique, de langage. Et ça, c'est extrêmement important. Je ne vous raconte pas les
des expériences que nous, pour certains, on a eues quand on travaillait avec nos amis japonais, ou je pense que Franck là, parfois avec les Allemands, pour PSA, c'est compliqué. Donc c'est très important de passer du temps, comme l'a dit Anne, hein, pour s'expliquer, passer la sémantique. Moi, j'ai un groupe de travail actuellement sur l'accès aux données. Vous voyez, entre équipementiers, tout le monde, etc. Vous imaginez bien le sujet où personne n'est d'accord. Et ben, on a relancé le groupe tout simplement pendant X séances, on a travaillé la sémantique et qu'est-ce qu'on mettait derrière les cas d'usage et qu'est-ce qu'on mettait derrière les mots. Et juste entre français, Anne. Français, oui. Et c'était essentiel. Je pense que cet intérêt particulier de cet approfondissement vient de notre culture. Oui, et donc c'est un atout de l'industrie, de l'ingénierie française. C'est important parce qu'on perd une énergie folle, tout simplement parce qu'on ne se comprend pas. Je vous parle entre français, juste entre français. Dernière chose que je voulais dire, il y a un programme nouveau quand même dans la filière automobile qui a été validé il y a 10 jours. Je faisais partie de ce groupe par la PFA, etc. Mais c'est croisement de filière entre le monde de l'électronique, la filière électronique, et le monde automobile. Et on vient de lancer un programme sur l'électronique de puissance, où on regroupe que des experts d'électronique de puissance. On regroupe, Rémi Bastien a été nommé patron de ce programme pour les deux filières, avec Gilles Le Calvez de VDCom, un directeur adjoint. Il y a X groupes de travail. Et la semaine prochaine, du 6 au 10 juillet, c'est la semaine de l'électronique de puissance, où tout le monde va pouvoir venir sur des webinaires, se proposer et pitcher pour après pouvoir développer. La France a des atouts formidables, et même de relocalisation sur le sujet, à une condition, c'est qu'on travaille bien ensemble, qu'on ne fasse pas ce qu'on a fait sur la batterie. Par exemple, et ben voilà, ça permet de montrer des très bonnes perspectives, de l'optimisme sur l'ingénierie française. On n'en doutait pas, mais on en a une nouvelle confirmation. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Mobility TV. Merci à vous.